Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce débat des hommes et femmes de médias sur la CRTV, des journalistes soutenus par des experts de haut vol. Au menu de ce 437e numéro, les routes camerounaises sont-elles devenues des mouroirs, des cimetières pour les voyageurs? La question se pose au moment où on enregistre un énième accident de la circulation. C'était vendredi dernier avant le pont Sceaux dans le département du Nion-et-Sceaux, région du centre. En 2 semaines, on a compté près de 80 décès sur nos routes. Scène de presse tire la sonnette d'alarme. Fédération camerounaise de football, encore un comité de normalisation. Ainsi, on a décidé la Fédération internationale de football association, la FIFA, le 23 août dernier. L'équipe de Tombi Aroko, en poste depuis 2015, plie bagage au terme d'un long feuilleton judiciaire. Le sujet est sur la table du débat ce soir. Le Parlement panafricain pousse les pays du continent à l'intégration. C'était cette semaine dans le cadre de la conférence multipartenaire sur l'intégration politique et socio-économique de l'Afrique que peut l'auguste chambre africaine dans la marche de l'Afrique vers l'intégration. Quels besoins les pays du continent ont-ils à ouvrir leurs frontières aujourd'hui? Réponse de nos invités sur le plateau de scène de presse ce soir. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse en focus, le président du Parlement panafricain Roger Kododan et le ministre des Sports Bidou Pat. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir, Steve Tchega et notre guide. Docteur Bounou Fouda, enseignant permanent chargé de cours au département économique international de l'IRIC. Les enjeux de l'intégration en Afrique n'ont pas de secret pour lui et il en relèvera quelques-uns sur le plateau de scène de presse ce soir. Thierry Ndong, directeur de la publication du journal Intégration, sait très bien quels sont les enjeux de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique. La publication dont il a la charge a fait de l'intégration en Afrique son cheval de bataille. Hugues François Onana, journaliste de la CRTV à la retraite. Il est surtout l'auteur de l'ouvrage intitulé « La victoire posthume de Mohamed Kadhafi », un livre dans lequel il traite des questions de l'intégration en Afrique. Il nous éclaire de sa science ce soir. Roger Nguyom, représentant du journal panafricain Africa International, est également des nôtres ce soir pour questionner les enjeux de la conférence multipartenaire sur l'intégration en Afrique qui vient de se tenir à Yaoundé. Et puis finalement, Simon Yonga, il est le rédacteur en chef sport de la CRTV TV. Avec lui, nous questionnons la décision de la FIFA, celle d'installer un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Merci Steve. Tous nos invités répondent présents et maintenant place nette à la première une du débat. Ce soir, nous parlons d'un sujet plutôt macabre, les accidents de la circulation qui font de plus en plus de morts sur les routes camerounaises. On en compte déjà près de 80 en 2 semaines et juste avant que nous n'entrions dans ce studio, on nous apprenait qu'un autre accident de la circulation venait de se produire sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Roger Ngoyop, c'est bien ça? Douala Bafoussam. Douala Bafoussam, autant pour moi. Macabre, hein? Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour le qualifier. Et je pense qu'on ne va jamais assez revenir sur ce qui, de mon point de vue, sont les causes Justement, comment peut-on expliquer cette résurgence des accidents de la circulation disons que cette fois-ci, ce qui frappe, c'est que c'est assez rapproché. On a quand même parlé de plusieurs accidents en 2 semaines avec beaucoup trop de morts. Mais il faut dire que de manière générale, nos routes sont, si on peut dire, mortifères. Donc, ça tient à 2 éléments de mon point de vue. Il y a un qui, lui, renvoie la responsabilité un peu des conducteurs. Lorsque vous prenez nos axes, vous êtes quand même effrayé par la manière dont les gens conduisent, des dépassements extrêmement risqués,
conduite un peu hasardeuse, qui fait que pour beaucoup, vous avez des situations où ce sont des collisions. Et une collision, généralement, tient au fait qu'il y a des sorties de route ou non-respect. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup, et ça peut expliquer aussi le fait qu'il y ait des collisions, la qualité des routes. Pas seulement par le fait qu'actuellement elles sont en très mauvais état, que ce soit Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, Yaoundé Bafoussam, ou bien les autres routes, elles sont en très très mauvais état. Mais il y a que leur configuration même, justement, expose par rapport au niveau du trafic. Pour des routes de ce niveau, des routes nationales, il y a une séparation qui fait que normalement, on ne doit pas se croiser, selon qu'on va dans un sens ou dans un autre. Alors, on n'est pas dans ce cas. Alors, quand vous avez déjà une limite comme celle-là et que vous ajoutez les facteurs que j'ai énumérés avant, vous avez facilement ce qu'on a là. Alors, Thierry, donc, comment peut-on adresser cette question-là? Est-ce qu'il faut, au niveau des sanctions, est-ce qu'il faut être plus dur? Est-ce qu'il faut questionner ou revoir la délivrance des permis de conduire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Roger Ngoyon parlait tout à l'heure de la responsabilité humaine qui est très très engagée dans ces accidents de la circulation là. Je pense que la solution est à plusieurs niveaux. Il y a un problème d'éducation des conducteurs, parce que ce qui caractérise le plus sur nos routes, c'est l'indiscipline. Donc il faut, dès le bas âge, dès l'école, enseigner aux enfants qu'une vie humaine, c'est quelque chose de sacré. Si on enseigne cela aux enfants, qui sont demain les futurs conducteurs, je pense qu'on aura avancé. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que nous avons des routes qui sont dépassées. Ça aussi, il faut le voir, il faut le dire. Mais à côté des routes, c'est clair que nos routes ont des difficultés, mais on ne conduit pas sur une piste comme on conduit dans un boulevard. C'est pour ça que je voudrais quand même sur la responsabilité des usagers civils et militaires. Voilà, donc j'étais disant que la qualité des infrastructures appelle également des solutions. Parce que si on a sensibilisé les gens, si on a éduqué des gens au respect de la vie, au caractère sacré de la vie, il est aussi important que les infrastructures suivent. Nous avons un autre problème qu'il faut adresser, c'est celui des véhicules. Nous avons des véhicules de 20-25 ans qui roulent, 30 ans qui roulent sur nos routes, des véhicules qui ne servent plus ailleurs. Nous avons des pneus usagés qui nous viennent d'Occident, déjà utilisés, que nous retravaillons pour nos véhicules. Ça fait que même quand vous voulez rouler, vous ne pouvez pas freiner normalement. Donc, quand vous regardez les engins qui sont sur nos routes, vous comprenez qu'il y a un travail à faire. Et tous ces véhicules ont des visites techniques en voilà, certains pays fort. comme le Gabon ont interdit l'entrée sur leur territoire des véhicules de plus de 15 ans. Ça peut aussi être une solution pour réduire à sa simple expression les accidents sur nos routes. Donc, je dirais que c'est un problème qui concerne toute la société camerounaise. Ne regardons pas uniquement les autorités. Il y a que, même nous, au niveau de la société civile, toutes les forces vives de la nation doivent prendre à bras le corps ce problème et chacun à son niveau apporter la réponse au problème tel que au bout de la chaîne, qu'on puisse se retrouver avec moins d'accidents sur nos routes. Voilà ce que je peux dire. Alors, Simon Dionga, il y a une campagne qui est menée depuis quelques années déjà par la gendarmerie nationale avec un certain succès. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller au-delà de la répression? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la renforcer? Est-ce qu'il faut...
concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression que on est parti de la sensibilisation pour la répression, mais jusque-là, les gens continuent à jouer au chat à la souris avec les gendarmes sur nos voies, sur nos routes. Oui, on peut dire que les campagnes avec la gendarmerie, là, ça porte fruit. Mais je me demande à quel niveau ça porte fruit, jusqu'à quel niveau, parce que moi je roule souvent sur la route, il y a un des doigts là quand je m'en vais dans mon village, je vois comment les autres y roulent. Ce que nous on a constaté, c'est que il y a les voitures, il y a déjà les modes de communication entre les voitures. Tout à fait. Et quand il passe l'autre lui dit, il y a les gendarmes. Ils sont à tel point. C'est ça le problème. Lui, il sait qu'entre les deux points où il y a la gendarmerie, il peut aller même à 120, à 180, à 200, parce que là, il sait que le radar ne le contrôle pas. Et quand il s'approche de là où il y a les radars, il peut baisser le volume, il peut aller doucement. Et dès qu'il traverse là où il y a la gendarmerie, il accélère. C'est ça le problème. S'il faut sauf qu'entre-temps, l'accident a vite fait d'arriver. C'est ça. S'il faut vraiment que ça arrête les accidents, il faut que tout le trajet soit couvert par le radar. Comme ça, on voit ailleurs. Et puis, il y a l'autre chose que Roger a parlé dès le début de cette émission. Il a parlé de l'inconscience humaine. Moi, je crois que c'est ça le problème. Depuis qu'on a dit, on a les campagnes, mais on ne frappe pas. Nous, on n'a jamais entendu un jour où on dit, parce que tel chauffeur a dépassé les limites, on a frappé premièrement le chauffeur ou bien la société qui... On a retiré le permis, par exemple. On a retiré le permis. Ailleurs, on voit, dès que vous faites parfois même, quand on vient, on constate que vous avez mal garé votre voiture, on vous enlève les points. Et à un certain niveau, on vous retire le permis. Ici, ça se fait pas. Regardez l'accident qui est arrivé à Moyoka, ça c'est chez moi. Qui a fait plus de 20 morts. Plus de 20 morts. Où on nous dit que le chauffeur du camion a donné le camion à son convoyeur. Et c'est son convoyeur qui part tuer 20 personnes. Après ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on a dit? La société, est-ce qu'il va encore continuer à envoyer des tueurs sur la route comme ce qui s'est passé l'autre jour? Moi, je crois que c'est ça le problème. Il faut qu'on commence à sanctionner réellement. Où on dit telle ou telle compagnie, parce que vous avez fait tel... Regardez, il y a une agence que je ne peux pas signaler, que je ne vais pas prononcer, qui a eu 3 accidents dans les 3 derniers jours. C'est pas normal. Moi, je crois que c'est pas normal. C'est ça le problème. Alors, Hugues François Onana, Simon Young a parlé tout à l'heure des sanctions, notamment celles qui devraient s'abattre, disons-le ainsi, s'abattre sur les agences de voyage. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Beaucoup d'enfants vont prendre la route bientôt pour rallier les lieux de leurs établissements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de la sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau, en ce qui concerne les agences de voyage? Bien, moi je pense que d'abord, c'est un étrange destin pour notre pays de connaître autant d'accidents en très peu de temps. Et les conséquences au niveau social, au niveau humain, au niveau même de la sécurité du groupe sont énormes. Et je pense que le moment est effectivement venu pour qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme. Il ne s'agit pas simplement de punir à l'instant T. Il s'agit de conscientiser. Et depuis la base, il y a un problème de civisme à tous les niveaux. Je dis que chaque Camerounais qui est propriétaire d'un véhicule ou qui est conducteur d'un véhicule est d'abord responsable de la situation de ce véhicule. Est-ce que ce véhicule est en bon état? Est-ce que ce véhicule a tous les papiers? Est-ce que le chauffeur de ce véhicule a l'expertise nécessaire pour conduire? Il y a d'abord ce premier niveau de responsabilité qui peut être identifié sur le plan individuel. Il y a également au niveau des structures de l'État le contrôle qui se fait. N'est-ce pas? Est-ce que ce contrôle-là se fait dans les règles de l'art? Parfois, vous voyez un véhicule qui est un véritable tombeau ambulant, qui roule. L'autre jour, je disais tantôt qu'il y a une visite technique qui est passée là où il faut passer en visite technique. Mais lorsque vous circulez derrière lui comme
le véhicule derrière lequel j'étais hier, quand j'allais au deuil à Aison. Le véhicule derrière lequel j'étais était avec une partie de ma famille. Mais c'est un véhicule qui a brouillé par sa fumée, n'est-ce pas? Sur une distance de près de 20 km. C'était comme un incendie de forêt. Alors, il est passé quand même gaillardement devant les forces qui sont chargées. Alors moi, ce qui concerne les agences de voyage, en cette période de rentrée scolaire? Non, en cette période de rentrée scolaire, les propriétaires d'agences de voyage doivent venir eux-mêmes au front, c'est-à-dire pas pour conduire, mais pour sélectionner les chauffeurs qui sont les plus qualifiés, les plus responsables et leur donner des consignes spéciales. Vous savez qu'il y a une affiche que j'ai vue qui m'a beaucoup intéressé. On dit, on boit quand on est sous, on ne conduit pas. Ou quand on ne conduit pas, quand on conduit, on n'est pas sous. Donc il y a une sorte d'exclusion. Bon, alors, quand on conduit, on ne dort pas. Quand on dort, on ne conduit pas. Ce sont des conseils élémentaires qu'il faut dire et redire, qu'il faut donner et redonner aux conducteurs en ces temps de rentrée et effectivement brandir la menace soit des sanctions, soit d'un licenciement. Parce que si vous avez bu et que vous conduisez, ou bien, et puis aussi, pour finir, aux propriétaires d'agences de voyage, il faut quand même réduire un peu, disons, le goût pour quand vous dites à un chauffeur, faites 2 tours ou 3 tours par jour entre Bafoussam et Yaoundé, parce qu'il me faut tant d'argent. C'est pas normal. Je pense qu'il faut réduire leur appétit mercantile en cette période de rentrée scolaire. Et je signale qu'au cours de ces 2 dernières semaines, donc, il y a eu l'accident sur le pont Sceaux dont je parlais à l'entame de cette édition. Il y a eu des accidents, tant pour moi, sur la route Bafoussam-Douala. Il y a des accidents sur la route, un accident sur la route Bertois à Bamban, c'est dans la région de l'Est, et puis Mouyouka dans la région du Sud-Ouest. Donc, c'est tout le pays. On peut le dire ainsi, c'est tout le pays qui est frappé par ces accidents-là. Donc, on va dire prudence, prudence et encore prudence. Madame, Monsieur, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler de la Fédération camerounaise de football qui est une fois de plus sur la sellette avec cette décision de la FIFA. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi la Fédération internationale de football association a décidé d'instaurer une fois de plus un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT? Comment on en est arrivé là? Réponse dans ce zooming que signe Jacques Syriac, BC. Tout commence en 2013 par une vaste tromperie sur la marchandise. Iya Mohamed, pourtant aux prises avec la justice camerounaise, est réélu président de la Fédération camerounaise de football contre toute attente. La patate chaude est léguée au vice-président Seydou Mbombo Njoya qui assure l'intérim pendant quelques jours et finit par jeter l'éponge. La suite, on la connaît. La chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun annule le processus électoral. Un comité de normalisation est mis en place par la Fédération internationale de football association. Comité piloté par le professeur Joseph Ouna. Le mandat de l'instance de transition consiste à gérer les affaires courantes de la FECAFOOT et élaborer de nouveaux statuts conformes aux standards de la FIFA. Au bout de 2 ans, le comité Ouna rend sa copie au terme d'un processus électoral qui a porté Tombi Aroko Sidiki le 28 septembre 2015 au très convoité poste de président de la Fédération camerounaise de football. Un dénouement de courte durée, puisque 40 jours après le scrutin, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, saisie par Abdourahmane Amadou, annule à nouveau le processus électoral à la FECAFOOT. Sentence confirmée par le tribunal arbitral du sport de Lausanne. La crise post-électorale va s'étaler sur 2 ans. Jusqu'à ce fameux 23 août 2017, date qui marque le retour à la case départ dans la maison de football de Tinga. Une fois de plus, le bureau du conseil de la FIFA remet tout à plat
et confie le destin du football camerounais à un comité de normalisation. Le nouvel épisode ne fait que commencer. Alors, Simon Lyonga, quel commentaire vous suggère cette décision de la FIFA? Retour à la case départ. Balle au centre pour tout le Balle au monde. centre pour tous les partis concernés. On rentre à 2013, 4 ans après. Parce que c'est de là où tout est parti. On se rappelle quand... je me demande pourquoi les gens n'ont pas vu ça venir depuis. Parce que quand on a d'abord annulé l'élection, d'abord au niveau des départements, avant d'arriver au niveau des régions, tout le monde devait savoir que à un niveau, ça devait recommencer. Les gens n'ont pas accepté, parce qu'il y avait des voies de contournement, ils ont contourné, ils sont allés jusqu'au bout, et ça nous rattrape aujourd'hui. Pour moi, je crois que c'est le football qui en souffre, c'est tout le Cameroun qui est en train de souffrir, parce qu'on a vraiment des projets. Et, vous avez entendu tous ces jours comment les gens se demandent si vraiment ça a un effet sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que le Cameroun va organiser. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que les gens vont se représenter? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Et pour une fois, la FIFA nous envoie comité de normalisation sans nommer les gens, parce que la dernière fois, la FIFA a décidé qu'il y aura comité de normalisation. 2 jours après, ils ont nommé le professeur Joseph Ouna et son groupe. Mais c'était sur proposition du Cameroun. Normalement, c'est sur proposition. Et la FIFA, parce que sur la décision que la FIFA a pris pour nommer un nouveau comité de normalisation, et même ils ont dit qu'il y a une délégation de la FIFA qui va arriver ici au Cameroun avec la CAF pour rencontrer les dirigeants camerounais. C'est après cette rencontre qu'il y aura les membres du comité de normalisation qu'on va nommer. Donc, pour moi, je dis on a encore... Alors, il faut bien dire que cette décision est partie du Cameroun. On peut le dire. Oui, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui sont responsables de cette décision, parce qu'il y a d'abord eu ce jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique du Cameroun, et cette décision a été confirmée par le TAS. Donc la FIFA ne fait que s'engouffrer dans une voie que le Cameroun a lui-même tracée. Tout à fait. La FIFA lui-même a dit, moi je suis comme le père, je couvre tout le monde. À un niveau, la FIFA a décidé d'essayer de faire, de concilier les deux parties. Malheureusement, il y a certains qui ont refusé d'aller dans les fameuses réunions de Conakry. C'est après tout ça que la FIFA a dit, si c'est comme ça, ok, je vais trancher, je nomme mon comité de normalisation, et c'est après ça qu'on verra. Il faut dire, Lucrèce, malgré tout ce qu'on dit, on dit que les textes ont été mal écrits. Moi, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Les textes ont été bien écrits, mais il y a certaines parties que les gens n'ont pas respectées en faisant les élections. Et c'est surtout parce que quand vous entendez les gens qui étaient à la FECAFOOT parler, ils vous disent, avant d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire chambre de conciliation et d'arbitration du Comité national olympique, il faut d'abord avoir épuisé tous les voies de recours à l'interne, c'est-à-dire la FECAFOOT. C'est ça le problème. Il y a certains qui n'ont pas suivi toutes ces voies de recours-là et ils sont allés à l'interne. C'est là où il y a le problème. Alors, Roger Ngoyom, il y a eu au milieu des années 90 ce qu'on a appelé le comité provisoire de gestion, et c'était déjà une sorte de comité de normalisation. Puis en 2013, il y a donc eu un comité de normalisation proprement dit, dirigé par le professeur Joseph Ouna, et maintenant un deuxième ou un troisième comité. Ça commence à faire beaucoup. Ça prouve que quelque part on manque de sérieux. Vous voulez interpréter ça comment? Moi, je ne vois pas une autre interprétation. Clairement, contrairement à ce que Simon disait, ce qui est à l'origine du problème ici, c'est les textes. Parce que si on se souvient bien, la sentence de la CCA remettait déjà en cause les statuts. Donc ça veut dire qu'il y a eu un premier problème au niveau des statuts. Donc il y a eu certaines dispositions qui, de la part de certains acteurs, donc ceux qui ont porté plainte, n'étaient pas conformes soit au standard de la FIFA, soit aux dispositions sur lesquelles ils avaient planché et pour lesquelles ils souhaitaient qu'il y ait des aménagements. Donc, ça a été le déclencheur, et puis le reste découlait de l'annulation des textes, des statuts.
Donc, les élections qui avaient été organisées sur la base des statuts ont été annulées parce que les statuts eux-mêmes avaient été annulés. Donc, malheureusement, je crois qu'il faut qu'on respecte les décisions de justice dans notre pays. Je vous dis que il y a une instance juridictionnelle qui rend une décision, il faudrait que les gens se plient. On ne va pas toujours passer en force. On voit bien que si on a pris l'habitude de jouer ici avec les décisions de justice, une fois qu'il y a des acteurs externes et que ça nous rattrape, il faut quand même se dire que ceux qui sont aujourd'hui frappés à Africafoot se sont appuyés quand même sur un appui, se sont appuyés sur une décision d'un communiqué du ministre des Sports qui les a confortés dans cette position, malheureusement. Sauf que un communiqué n'est pas une loi, n'est pas une décision de justice. Donc il fallait le comprendre dès le début et puis humblement repartir aux élections. La question était, alors on va repartir, faire la même chose 2 ans après. Le ministère aurait seulement, est-ce que le ministère aurait pu faire autrement puisque l'affaire était pendante? Il fallait bien que l'Africafoot continue de... Non, mais l'affaire n'était pas pendante, il y avait une décision qui demandait de reprendre. Il fallait reprendre, au lieu de venir s'immiscer en prenant parti pour un des camps. C'est ce qui s'est passé. Vous avez l'impression que le ministère a pris Bien sûr, puisque en battant à brèche la décision d'une instance qui est prévue par la loi, qui est instaurée par la loi, la Chambre de conciliation, elle n'est pas créée comme ça. Il y a un texte de loi qui la crée et qui lui donne ses pouvoirs. Il y a la loi, mais il y a également l'esprit de la loi et que parfois on est obligé de... Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien où était la loi, où était l'esprit de la loi. On voit bien que c'était de ce côté-là. Donc, je ne pense pas que les gens n'étaient pas conscients de cela, mais je crois que c'était une option de faire comme ça. Sauf qu'on apprendra à être un peu plus sérieux et à ne pas prendre des décisions de justice à la légère. Voilà. Alors, Thierry, donc vous qui êtes un footballeur, disons-le ainsi, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme certains observateurs, que ces comités de normalisation, là, ces batailles autour du football, autour de la Fédération camerounaise de football, éloignent les footballeurs des vrais problèmes? Oui. Ou alors ils ont tendance à distraire les gens par rapport aux vrais problèmes que le football camerounais connaît aujourd'hui? La meilleure façon de résumer ça, c'est de dire que les enjeux ont pris le dessus sur le jeu. C'est-à-dire que nous, les sportifs, peut-être du dimanche, mais sportifs quand même, footballeurs, nous sommes perdus. Et je pense que tous ceux qui jouent au football aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à la chose footballistique sont perdus. Sont perdus dans toutes ces batailles qui n'en finissent pas. Et nous sommes aujourd'hui rattrapés par nos turpitude. Et donc, je pense que la FIFA et la CAF ont voulu nous mettre face à nos responsabilités. Vous avez bien vu que la sortie de M. Ahmad, le président de la CAF, relative à l'organisation de la CAN, a suscité ce que je peux appeler une espèce d'union sacrée du peuple camerounais derrière et l'Africafoot et le Cameroun. Alors cette fois-ci, la FIFA veut continuer à jeter comme ça là dans l'opinion des ballons d'essai pour voir si l'union sacrée va perdurer. Et je dis aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse... Qu'est-ce que la FIFA a à voir avec... il faut avoir une lecture politique. Il faut aussi avoir une lecture politique de cette sortie. La FIFA a-t-elle intérêt à ce que... Le timing n'est pas naïf. Nous sommes tout à fait d'accord que ça pouvait attendre encore 2 ans, 3 ans. Ça pouvait. Et le fonctionnement de l'instance fêtière au niveau du Cameroun n'en aurait pas pris un véritable coup. Je dis, quand nous faisons une lecture politique, c'est un message qu'on adresse au peuple camerounais. Qu'il soit sportif ou pas, qu'il soit de l'Africafoot ou pas, vous avez dit, vous êtes tous union sacrée derrière la CAN. On va voir si, avant la CAN, vous pouvez vous organiser de telle sorte que votre fédération fonctionne dans les normes. Et je dis là, les Camerounais doivent également montrer de quoi ils sont capables. Et je sais que c'est quand nous sommes dos au mur. Parce que là, nous sommes dos au mur. Il faut, en 6 mois, toiletter les textes, élire les dirigeants, de telle sorte que ces dirigeants puissent prendre
le relais pour l'organisation de la CAN, ce n'est pas une mince affaire, mais je suis de ceux qui pensent que le challenge est grand, mais qu'on peut le surmonter. Je signale que la mission du comité de normalisation s'achève en février 2018. Alors, Hugues François, on en a tiré une dont on parlait tout à l'heure. On peut questionner l'opportunité de cette décision. Elle aurait pu attendre, vous êtes de cet avis, on aurait pu attendre? Oui, je sais qu'elle aurait pu attendre. Si elle attendait, on aurait pu organiser, préparer la Coupe d'Afrique des Nations avec plus de sérénité. Parce que l'union sacrée à laquelle Thierry faisait référence tout à l'heure, nous est venue à travers une bouée de sauvetage du président de la CAF, M. Hamad. Mais cela ne nous dispense... Une bouée de sauvetage, vous pensez vraiment? Une bouée de sauvetage, je répète, parce que, voyez-vous, les institutions camerounaises et tout ce que nous faisons au Cameroun, nous devons faire un effort pour qu'on ne soit pas rappelé à l'ordre par les étrangers, taper sur les doigts. Et moi, je pense, je vais au-delà de ce que les autres panélistes viennent de dire, à savoir que on peut nous accorder un répit parce que, mais on ne va pas toujours compter sur ce qu'on peut nous accorder. Il faut que nous-mêmes, nous soyons sérieux, que nous soyons vraiment respectueux de nos propres textes et des textes des structures, des institutions auxquelles nous adhérons. Nous ne pouvons pas être membres de la CAF et ne pas respecter les textes de la CAF. Nous ne pouvons pas être membres de la FIFA et ne pas respecter. Et puis on ne peut pas jouer au cache-cache. Et j'ai l'impression qu'il faut avoir une deuxième lecture de cette affaire. N'est-ce pas? Ils nous ont lancé une alerte. On met en coupe réglée, on met entre parenthèses la Fédération camerounaise de foot, c'est clair, n'est-ce pas? Et maintenant, le comité exécutif. Le comité exécutif, il s'agit le comité d'instance dirigeante de la FECAFOOT. Bon, moi je me pose la question de savoir si, en seconde analyse, on ne nous dit pas que nous avons commencé, nous avons ouvert un processus et que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de ce processus. Et je pense que l'affaire, je m'excuse, les Camerounais, les sportifs, les dirigeants du sport, même le président de la République, je m'excuse de dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu l'union sacrée autour de la CAN, autour des institutions, autour du président de la République, que nous devons croire. Ce serait naïf de croire que les autres ont abdiqué. Voilà, c'est bien noté. Je rappelle que parmi les missions de ce comité, il y a cette mission qui est plutôt importante en consultation avec toutes les parties prenantes. Il faudra élaborer de nouveaux statuts en conformité avec les statuts et les standards de la FIFA ainsi qu'avec la législation nationale obligatoire en vigueur. Que pense le gouvernement de cette décision de la FIFA? Nous le saurons en écoutant le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidou Mpath, qui est en focus dans cette édition de Scène de Presse. Le gouvernement assure la FIFA et la CAF de son entière disponibilité à travailler avec elle de façon constructive au retour à la sérénité dans la grande famille du football au Cameroun. Cette décision concerne uniquement l'élection du comité exécutif. La FECAFOOT, en tant qu'institution, va continuer à mener ses activités. C'est ainsi que la préparation du match Nigeria-Cameroun en aller et retour se prépare sereinement. Le Cameroun continue à préparer sereinement cette compétition. Il faut en effet rappeler que c'est le gouvernement qui est responsable de la construction des infrastructures. Ces avancées se situent à la fois au niveau du dispositif organisationnel
et au niveau du processus de mise en place de toutes les infrastructures requises par le cahier de charges de la Confédération africaine de football. La livraison de tous ces chantiers est prévue au plus tard en décembre 2018. Place à la troisième une de Scène de Presse. Nous parlons de cette conférence internationale qui a eu lieu ici à Yaoundé sur la problématique de l'intégration politique et socio-économique de l'Afrique, une conférence organisée par le Parlement panafricain. Et le docteur Bounou Fouda nous a rejoint dans ce studio, sur ce plateau. Le docteur Bounou que nous prenons pratiquement au pied levé. Il n'était pas dans la ville, il a bien accepté de nous rejoindre rapidement pour pouvoir réaliser cette émission. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi cette semaine cette conférence sur l'intégration organisée par le Parlement panafricain. La question est simple. L'intégration est-elle une nécessité pour l'Afrique aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question, la question de la nécessité de l'intégration pour l'Afrique, il faudrait aller sur le fondement du concept d'intégration. Parce que l'intégration a un fondement, a un intérêt, pas seulement pour l'Afrique, mais également pour tous les pays de l'Union européenne, les pays d'Amérique latine. Alors, les fondements de l'intégration économique proviennent d'une logique libérale. Les classiques, dès le départ, ont pensé que tous les pays ont intérêt à échanger avec les partenaires, de telle manière qu'un pays aura toujours intérêt à aller vers le partenaire, acheter un produit moins cher que le produit lui-même se produit à un coût plus élevé. Prenons un cas. Le Cameroun a besoin d'acheter un produit quelconque. Le Cameroun voudrait peut-être acheter ce produit à la Chine à 20 francs. Et le Cameroun peut produire ce produit à 100 francs. Le Cameroun aura tout intérêt à aller acheter ce produit vers la Chine parce qu'il y aura un différentiel de 80 francs qui pourra être alloué vers d'autres activités économiques. Donc c'est à ce niveau qu'on trouve un intérêt et cela améliore le bien-être des populations. Et donc si on revient à la logique de l'intégration, la logique de l'intégration rapplique à peu près les mêmes règles. Et c'est pour ça que les économistes appellent l'intégration un optimum de second rang. L'optimum de premier rang étant un libéralisme à l'échelle planétaire. Mais comme le libéralisme à l'échelle planétaire pose des difficultés d'application, et c'est pour ça qu'un certain nombre de théoriciens ont pensé qu'il fallait revenir à un niveau beaucoup plus concentré des pays plus proches pour favoriser l'intégration. Donc, pour répondre à votre question, l'intégration est une nécessité. Est une nécessité, j'ajouterai une nécessité vitale pour l'Afrique qui connaît les problèmes de développement et qui veut s'insérer dans une mondialisation irréversible, dont l'intérêt économique est réel. Alors Thierry, donc vous également, vous voyez ce problème sous cet angle-là. Mais vous voyez surtout les points de croissance que les pays africains peuvent gagner en allant vers l'intégration. Oui, tout à fait. Et je suis à la suite du docteur Bounou. Je suis de ceux qui pensent que l'intégration est une nécessité vitale pour nous. Et des études sérieuses démontrent que l'Afrique centrale, pour le cas que je connais assez bien, perd chaque année 2 points de croissance du fait d'une intégration au ralenti. Donc, économiquement, c'est prouvé avec des statistiques. Donc, nous avons tout intérêt, si nous voulons développer nos pays, nous avons intérêt, disais-je, à nous mettre ensemble pour affronter les défis qui nous interpellent. Cela est vérifié et cela se vit au quotidien à travers, on peut comparer des zones, l'Union européenne, qui est l'une des zones les mieux intégrées, le démontre tous les jours. Un exemple simple avec, vous avez vu cette semaine, M. Macron qui a fait le tour de l'Europe
sur un sujet qui concerne ces pays-là, les travailleurs détachés, pour vous montrer un peu comment les implications au niveau simplement du marché du travail peuvent permettre à un pays soit d'avancer, soit de reculer. Et si cela est vrai pour le vieux continent, comme on l'appelle, à plus forte raison, pour un continent comme le nôtre, où tout est à faire. Alors, Hugues François Onana, vous avez commis cet ouvrage, Printemps libyen, la victoire posthume de Mouammar Kadhafi. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la marche vers l'intégration, parler de la marche vers l'intégration en Afrique, c'est également adresser la problématique de l'unité africaine? Tout à fait. Vous savez que ce n'est pas la problématique centrale de cet ouvrage, c'est vrai, mais connaissant le rôle joué par le colonel Mouammar Kadhafi dans l'intégration et dans l'unité africaine, il faudrait bien reconnaître aujourd'hui que ce livre prend tout son sens, prend toute sa dimension. Parce que la problématique de l'intégration n'est pas née de génération spontanée. C'est vrai, si vous voyez un pays comme les États-Unis d'Amérique, il faut voir le rôle joué par Hamilton dans la fédération, dans l'intégration des États-Unis d'Amérique. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, vous vous rendez à l'évidence que ce pays, à un moment donné, qui avait la taille d'un continent, était divisé en une poussière d'États, et le dirigeant Otto von Bismarck avait tout fait pour réaliser l'intégration de l'Allemagne, qui fait de ce pays aujourd'hui une puissance, une hyperpuissance européenne. Prenez... Je voudrais que nous revenions sur la question centrale qui concerne l'Afrique. Oui, l'Afrique. Quel est pour vous l'enjeu de cette intégration-là? L'enjeu de cette intégration est tout à fait clair. Il faut faire comme les pays que je citais tout à l'heure. Je n'ai pas terminé l'énumération parce qu'en Afrique même, n'est-ce pas, on a souvenance de la période des grands bâtisseurs que furent Amadou Sékou, Ousmane Danfodio, Elhadji Omar, l'Almami Samori Touré et Mohamed Ibn Abdallah, qui étaient à leur époque de véritables bâtisseurs d'empire et qui, à leur époque, déjà, il y a un siècle et demi, deux siècles, avaient perçu l'importance de l'intégration. Parce que, figurez-vous, un pays, une région comme la sous-région d'Afrique centrale, elle a tout intérêt à réaliser d'abord son intégration. Parce qu'il y a des choses, il y a des produits au Nigeria qui n'existent pas ou bien qui existent au Cameroun, ou bien qu'on peut produire à une échelle plus grande de manière à nourrir une partie de la population camerounaise. Vous voyez un peu les oranges que nous achetons en ville, là, ce sont des oranges du Nigeria. Et si nous intégrons, n'est-ce pas, si nous aussi, nous disons que nous produisons beaucoup de prunes ou de mangues, nous les envoyons aussi au Nigeria. Parce que ce que ce pays a en abondance, nous ne l'avons pas en abondance. Et il est important que la région, les pays qui sont d'une même sphère, réalisent d'abord une intégration au niveau sous-régional. Avant d'aller au niveau continental. C'est entendu. Alors, Roger Ngoyom, comment parler de manière efficiente de cette intégration-là dans un contexte où les égoïsmes nationaux sont encore assez forts, notamment en ce qui concerne les pays riches, entre guillemets? Bon, là est justement la difficulté. Je pense pas que ce soit les pays, dans le cas de notre continent riche, qui soit le problème. Je n'ai pas l'impression que le Nigeria, pour prendre un pays qui est à côté, ait des soucis d'intégration avec les autres pays de la CEDEAO. On voit bien que sur certains éléments, sur certains indicateurs comme la libre circulation, les capacités à investir, ainsi de suite, c'est quand même un peu moins difficile que, par exemple, au niveau de la sous-région Afrique centrale. Donc, on peut prendre la SADC. Il y a peut-être des problèmes avec la crise en Afrique du Sud qui a amené des réactions assez xénophobes de la part de certaines populations, mais ça, c'est des questions de crise. Ça se vit en Europe avec
tout ce que vous avez sur l'immigration, parce qu'il faut tout faire un lien entre les difficultés économiques et certaines réactions de rejet. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit simplement un problème pays riches qui ne veulent pas, parce que leur intérêt serait que les autres soient aussi dans des situations économiques meilleures, parce que ça les rendrait plus riches encore. Ça, il faut le comprendre comme ça, parce que plus ils ont la capacité peut-être à exporter ou parce que les autres peuvent mieux acheter, mieux ils se porteront. Donc je crois que c'est pas là le problème. Le problème, il est au niveau même des États africains qui le clament sans véritablement avancer. Et l'exemple le plus abouti par rapport à ça, c'est justement notre sous-région. Nous avons même la difficulté à aller librement dans deux pays. Lorsque nous parlons de ces pays riches et de ces égoïsmes exacerbés, c'est surtout en ce qui concerne l'Afrique centrale. Je ne sais pas s'il y a un pays riche en Afrique centrale. Enfin, tout au moins qui se croit. Donc, nous sommes dans une sous-région. Qui a des revenus, qui à un certain moment, ces pays à certains moments ont des revenus qui leur permettent peut-être pas de s'autosuffire, mais de fermer leurs frontières aux autres. Non, c'est une réalité qui est déplorable. Je crois que fatalement, on finira bien par y arriver, parce que on peut résister, mais je crois qu'après il y a des logiques qui sont implacables. Je crois que ce comportement autarcique que deux pays, en l'occurrence le Gabon et la Guinée équatoriale, ont vis-à-vis des autres pays, finira bien par se briser, parce que le Congo n'a pas été envahi, alors qu'à un moment il a eu beaucoup de ressources aussi par les ressortissants des autres pays. Donc c'est une peur qui reste pour moi, quoique dommageable, mais qui est surmontable. Alors, docteur Bounou, je voudrais que vous nous disiez quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices que les pays africains peuvent tirer à interchanger de manière ramassée. Si vous permettez, juste un point avant de répondre aux bénéfices de l'intégration dans le cas de l'Afrique. Vous avez posé, l'un des panélistes évoquait la question des difficultés de l'intégration. Vous avez évoqué les égoïsmes nationaux, mais c'est un pan du problème. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait une vision un peu plus transversale, on comprend que l'ensemble des pays africains, les pays africains sont englués dans des contradictions théoriques. L'intégration est une notion théorique qui a un processus. L'intégration est un processus de mise en commun des intérêts des États, intérêts économiques, intérêts politiques, intérêts sociaux, en vue de la création d'une communauté d'intérêts. Or, il y a un processus qui débute par, je vais aller rapidement, qui débute par la zone d'échange préférentiel, zone de libre-échange, union douanière, marché commun, union économique et monétaire, et puis union politique. Or, on constate dans le cas de l'Afrique ensemble, puisque vous avez évoqué ce problème, on se rend compte que nous avons commencé pratiquement par la 5e étape, c'est-à-dire l'union monétaire, l'union économique et monétaire. Nous avions le franc CFA avant qu'il y ait une zone de libre-échange en Afrique, avant qu'il y ait l'union douanière. Donc ces contradictions théoriques font que les processus d'intégration régionale en Afrique de manière globale, parce que l'exemple que je prends pour la sous-région peut également s'appliquer au niveau continental. Et donc vous allez voir que les processus d'intégration ont en leur sein des éléments d'échec de manière congénitale. Alors, s'agissant de l'intérêt, quel intérêt, l'intérêt pour les bénéfices, on va y aller de manière rapide, parce que très rapidement, l'intérêt, comme je l'ai dit en début de mon propos, l'intérêt économique. L'intérêt économique vient du fait que lorsque un marché est intégré est un marché beaucoup plus large. Et cela génère les économies, cela peut générer les économies d'échelle. Cela attire les entreprises qui vont produire à moins de coûts parce qu'il y aura de nombreux consommateurs. Et la concurrence qui va arriver va créer les gains d'efficience. Les gains d'efficience technologique par le fait qu'un concurrent voudra toujours produire mieux que l'autre parce qu'il voudra être premier. Et cela engendre d'autres types d'effets. Il y a l'emploi qui peut augmenter. Et les pays qui ont considéré que les recettes douanières étaient un sacro-saint vont plutôt consacrer l'essentiel de leurs recettes vers des recettes, la fiscalité intérieure. Donc cela peut générer la croissance et donc le bien-être. Donc le Cameroun a plus intérêt à faire avec le Gabon, avec le Tchad, avec le Nigeria qu'à faire des affaires avec, je sais pas moi, la France, les États-Unis. Oui, absolument. Au-delà même le Cameroun a plus intérêt à faire des affaires avec le Gabon ou avec la Guinée équatoriale. Il y a un intérêt politique et stratégique parce que la mise en communauté des intérêts génère une forme de puissance. Or, la liberté
la liberté ne peut s'acquérir que par la puissance et la puissance économique. Alors nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons retrouver Roger Nkododan, qui est le président du Parlement panafricain, qui a organisé cette semaine une conférence internationale sur l'intégration en Afrique, l'intégration politique et socio-économique en Afrique. C'est dans le Focus ce soir. Le bilan pour moi est un bilan hautement positif. Positif du point de vue de l'organisation, positif du point de vue des intervenants, ceux qui nous ont nourris de la sagesse pour connaître l'organisation de l'unité africaine et ses différents instruments, et positif au niveau des conclusions que nous avons tirées. Et je crois que Yaoundé constitue donc le nouveau point de départ du mouvement panafricaniste. Le Parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec les parlements nationaux et sous-régionaux. Et tous ces parlements étaient présents à Yaoundé. Nous-mêmes, nous faisons partie des parlements nationaux. Il est donc question pour nous d'exprimer ça en acte et de pousser nos parlements nationaux à trouver des moyens, des mécanismes par lesquels nos gouvernants peuvent s'approprier les résolutions de Yaoundé. Nous avons opté maintenant pour une ratification fonctionnelle parce qu'on a vu qu'avec le politique, ça ne marche pas. Lorsque nous allons dans les négociations internationales, la faiblesse de notre continent a été de parler de plusieurs voix. Mais une fois que l'Afrique se met soudée comme un continent, l'Afrique a toujours gagné. Il y a le nouveau code minier continental qui a été adopté par les chefs d'État. Nous allons pousser ce code minier pour qu'il puisse se mettre en valeur. Mais nous allons aussi continuer dans le même temps à pousser les États à ratifier les différents instruments juridiques d'intégration de notre continent. Aucun pays ne peut plus aujourd'hui se targuer d'évoluer tout seul dans un contexte où les enjeux sont globaux. Donc je pense que la première chose ici est la prise de conscience collective des États africains pour qu'on puisse avancer vers l'intégration résolument. Les pays nantis pétroliers se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Le problème sécuritaire, ce sont tous les pays africains qui sont frappés par le problème de la sécurité. Donc, les enjeux sont tels qu'aucun pays ne peut plus évoluer tout seul. Je crois que le Cameroun sera à jour avant cette date. Vous savez, la prochaine session du Parlement camerounais aura lieu en novembre. Bien sûr que ce sera une session budgétaire, mais également nous adoptons des projets de loi. Et je suis sûr que le Cameroun va présenter ce projet de loi pour que la date butoir du 31 décembre, que nous puissions dire que le Cameroun a clôturé la procédure de ratification et surtout du dépôt des instruments juridiques. Alors, Hugues François Onana, on l'aurait dit à la fin de cette édition de Scène de Presse, l'intégration est une nécessité pour l'Afrique. C'est une nécessité impérieuse, c'est une obligation. Et je crois que tous les États, s'ils veulent progresser individuellement et même collectivement, doivent s'y conformer, doivent mettre tout en œuvre pour que l'intégration ne soit pas seulement du domaine de la théorie, du domaine des vœux, mais que cette intégration soit une réalité. Alors Thierry, donc vous pensez qu'il faut également un cadre réglementaire pour que cette intégration soit optimale? Le Parlement panafricain, dans ses résolutions cette semaine, les résolutions de la conférence multipartenaire parlaient par exemple de la ratification des instruments juridiques de l'Union africaine. Il faut un cadre réglementaire pour mieux asseoir cette intégration-là. Tout à fait, mais je plaide davantage pour un redécoupage des zones et des communautés économiques régionales. Parce que pour le cas de l'Afrique centrale, on voit très bien que les frontières héritées de la colonisation, l'organisation telle que nous l'avions héritée des colons a des limites. Le cas du Cameroun est assez parlant. Notre meilleur voisin, c'est le Nigeria. L'intégration avec le Nigeria pour le Cameroun est vitale comparée aux autres. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, ils sont acceptables, mais le Cameroun
de par son voisinage, de par le marché que le Nigeria lui offre, est vraiment a tout à gagner à être intégré au Nigeria. Donc, je plaide davantage pour un redécoupage. Je sais que ça touche à des questions fondamentales. Les frontières héritées de la colonisation et même la conférence de Berlin de 1884. Mais il faut qu'on ait le courage de toucher les choses dans le fond. Roger Ngoyom. Qu'elle se fasse, je crois qu'on l'a assez clamé, on l'a assez souhaité qu'elle se fasse et que avant que d'envisager des découpages, moins que dans les cadres qui sont actuellement convenus pour rester dans notre sous-région, nous avons un chevauchement entre deux communautés économiques. On a la CEMAC, on a la CEAC. Déjà qu'on envisage de voir comment avoir, avec l'espace plus large que la CEAC, qui a bien davantage, quelque chose de beaucoup plus fort, et qu'il y ait une vraie intégration. Voilà, on l'a assez dit, mais que ceux qui ont en charge la responsabilité de faire que les choses évoluent, non seulement qu'ils en prennent conscience, mais qu'ils fassent ce qu'il faut. Alors, Docteur Bounou, lorsque nous préparions cette émission, vous nous disiez que l'intégration induit également une certaine indépendance des pays africains par rapport aux bailleurs de fonds occidentaux. Tout à fait. L'intérêt économique dont je parlais de l'intégration provient du fait que l'intégration, à travers l'intégration, il y a un élément de puissance qui naît. Les pays s'enrichissent, les pays augmentent leur niveau de vie. Et donc, du coup, les pays deviennent légèrement indépendants. Oui, il y a un processus d'autonomisation derrière l'intégration. Et donc, pour l'Afrique, qu'on sait que l'Afrique est fortement dépendante des bailleurs de fonds, parce que dans leur logique, dans la définition des programmes économiques, on devrait avoir, au-delà de cette dimension économique, une dimension stratégique et même d'indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds. Il faut que les Africains, les pays africains, internalisent cette logique et ce processus. Sinon, on restera dans les vœux pieux. Il faut que les Africains fassent un effort de sortie des contradictions. L'un des panélistes a évoqué tantôt le chevauchement. Au niveau de l'Union africaine, la communauté économique qui est reconnue, c'est la CEAC et pas la CEMAC. Vous parlez tantôt de l'intégration par rapport au Nigeria. On a beau mettre toutes les institutions que l'on veut, les institutions existent dans le cadre de la CEMAC, mais on se rend compte qu'aujourd'hui que le Cameroun commerce pratiquement 3 fois plus avec le Nigeria qu'avec les autres pays de la sous-région CEMAC. Donc c'est un problème. Il faut sortir de ces contradictions pour que l'intégration soit réelle. Voilà, Madame, Monsieur, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. C'est pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est la revue de presse que signe Daniel Menanga. La chute de Tombi de la FECAFOOT, l'événement de la semaine. Cameroun Tribune s'inquiète de l'avenir de la Fédération camerounaise de football. Maintenant que le comité de normalisation revient pour assurer une autre transition. Un remake de 2013, quoi. Le jour rappelle les faits. La Fédération internationale de football association a annulé mercredi dernier le bureau exécutif de la FECAFOOT en exercice alors qu'elle s'activait pour recevoir la CAN 2019. Mutation explique les raisons de la déchéance de la team Tombi à Roko. La FIFA s'appuie donc sur la confirmation par le tribunal d'arbitrage du sport, le TAS, et le jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun. Cette dernière avait alors annulé la procédure électorale de l'élection de 2015. Pour le quotidien de l'économie, l'échec de Conakry était révélateur de la dissolution du bureau exécutif de la FECAFOOT. En fait, poursuit le journal de Thierry Ekouti, la FIFA a essayé de trouver un terrain d'entente entre les parties en conflit le 27 février dernier à Conakry, en Guinée, sans succès. Signature tranche. Tous les récents événements dévoilent les intentions de la Confédération africaine de football, la CAF, et de la FIFA sur la CAN 2019. Le COCAN 2019 s'en trouve alors déstabilisé. Le messager s'intéresse au futur à la FECAFOOT. Le comité de normalisation aura donc, entre autres missions, de gérer les affaires courantes, élaborer en consultation avec les parties prenantes de nouveaux statuts. Baromètre communautaire conclut enfin, la FECAFOOT est ingouvernable.
En tout cas, le 28 février prochain sera élu un nouveau bureau exécutif à la FECAFOOT. Une autre mutation se prépare, cette fois dans le secteur de la téléphonie mobile, et cette annonce dans les colonnes de Cameroun Tribune. Dès le 1er septembre 2017, dans quelques jours seulement, le système de portabilité sera en application. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les clients, analyse la nouvelle expression. Il sera donc possible de changer d'opérateur avec le même numéro de téléphone, entre autres avantages. Un grand changement à la tête de la Croix-Rouge, désormais dirigée par une femme. Baromètre communautaire précise que Cécile Léonie Akamen-Foumou a remporté le scrutin lundi le 21 août dernier avec 31 voix sur 58. Le triomphe du genre s'affiche aussi dans les colonnes de Cameroun Tribune. André Mamafouda, président de la commission électorale ad hoc, valide. Le quotidien national bilingue rappelle que Cécile Akamen-Foumou a été membre du comité de la direction à la Croix-Rouge camerounaise en 2008. C'est le 3e patron de l'institution humanitaire depuis sa création en 1963. L'actualité de la semaine, c'était enfin l'Afrique en quête de son intégration à Yaoundé. Et on l'a vu dans le journal de Marie-Claire Nana, l'État milite pour que l'Afrique aille plus loin et plus vite sur le chemin de l'unité en matière de défense, paix, sécurité, intégration des économies et libre circulation. Le président du Sénat, Marcel Lignat-Difenji, a porté le message au nom du chef de l'État à la conférence internationale du Parlement panafricain. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres. La presse quitte la scène. Oui, je sais qu'elle aurait pu attendre. Si elle attendait, on aurait pu organiser, préparer la Coupe d'Afrique des Nations avec plus de sérénité. Parce que l'union sacrée à laquelle Thierry faisait référence tout à l'heure, nous est venu à travers une bouée de sauvetage du président de la CAF, M. Hamad. Mais cela ne nous dit pas... Une bouée de sauvetage, vous pensez vraiment? Une bouée de sauvetage, je répète, parce que, voyez-vous, les institutions camerounaises et tout ce que nous faisons au Cameroun, nous devons faire un effort pour qu'on ne soit pas rappelé à l'ordre par l'étranger, taper sur les doigts. Et moi, je pense, je vais au-delà de ce que les autres palénistes viennent de dire, à savoir que on peut nous accorder un répit parce que, mais on ne va pas toujours compter sur ce qu'on peut nous accorder. Il faut que nous-mêmes, nous soyons sérieux, que nous soyons vraiment respectueux de nos propres textes et des textes des structures, des institutions auxquelles nous adhérons. Nous ne pouvons pas être membres de la CAF et ne pas respecter les textes de la CAF. Nous ne pouvons pas être membres de la FIFA et ne pas respecter. Et puis on ne peut pas jouer au cache-cache. Et j'ai l'impression qu'il faut avoir une deuxième lecture de cette affaire. N'est-ce pas? Ils nous ont lancé une alerte. On met en coupe réglée, on met entre parenthèses la Fédération camerounaise de foot, c'est clair, n'est-ce pas? Et maintenant, le comité exécutif. Le comité exécutif, le comité d'instance dirigeante de la FECAFOOT. Bon, moi je me pose la question de savoir si, en seconde analyse, on ne nous dit pas que nous avons commencé, nous avons ouvert un processus et que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de ce processus. Et je pense que l'affaire, je m'excuse, les Camerounais, les sportifs, les dirigeants du sport, même le président de la République, je m'excuse de dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu l'union sacrée autour de la CAN, autour des institutions, autour du président de la République, que nous devons croire. Ce serait naïf de croire que les autres ont abdiqué.
Voilà, c'est bien noté. Je rappelle que parmi les missions de ce comité, il y a cette mission qui est plutôt importante en consultation avec toutes les parties prenantes. Il faudra élaborer de nouveaux statuts en conformité avec les statuts et les standards de la FIFA ainsi qu'avec la législation nationale obligatoire en vigueur. Que pense le gouvernement de cette décision de la FIFA? Nous le saurons en écoutant le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidou Pat, qui est en focus dans cette édition de Scène de presse. Le gouvernement assure la FIFA et la CAF de son entière disponibilité à travailler avec elle de façon constructive au retour à la sérénité dans la grande famille du football au Cameroun. Cette décision concerne uniquement l'élection du comité exécutif. La FECAFOOT, en tant qu'institution, va continuer à mener ses activités. C'est ainsi que la préparation du match Nigeria-Cameroun en aller et retour se prépare sereinement. Le Cameroun continue à préparer sereinement cette compétition. Il faut en effet rappeler que c'est le gouvernement qui est responsable de la construction des infrastructures. Ces avancées se situent à la fois au niveau du dispositif organisationnel et au niveau du processus de mise en place de toutes les infrastructures requises par le cahier de charges de la Confédération africaine de football. La livraison de tous ces chantiers est prévue au plus tard en décembre 2018. Place à la troisième une de Scène de presse. Nous parlons de cette conférence internationale qui a eu lieu ici à Yaoundé sur la problématique de l'intégration politique et socio-économique de l'Afrique, une conférence organisée par le Parlement panafricain. Et le docteur Bounou Fouda nous a rejoint dans ce studio, sur ce plateau. Le docteur Bounou que nous prenons pratiquement au pied levé. Il n'était pas dans la ville, il a bien accepté de nous rejoindre rapidement pour pouvoir réaliser cette émission. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi cette semaine cette conférence sur l'intégration organisée par le Parlement panafricain. La question est simple. L'intégration est-elle une nécessité pour l'Afrique aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question, la question de la nécessité de l'intégration pour l'Afrique, il faudrait aller sur le fondement du concept d'intégration. Parce que l'intégration a un fondement, a un intérêt, pas seulement pour l'Afrique, mais également pour tous les pays de l'Union européenne, les pays d'Amérique latine. Alors, les fondements de l'intégration économique proviennent d'une logique libérale. Les classiques, dès le départ, ont pensé que tous les pays ont intérêt à échanger avec les partenaires, de telle manière qu'un pays aura toujours intérêt à aller vers le partenaire, acheter un produit moins cher que le produit lui-même se produit à un coût plus élevé. Prenons un cas. Le Cameroun a besoin d'acheter un produit quelconque. Le Cameroun voudrait peut-être acheter ce produit à la Chine à 20 francs. Et le Cameroun peut produire ce produit à 100 francs. Le Cameroun aura tout intérêt à aller acheter ce produit vers la Chine parce qu'il y aura un différentiel de 80 francs qui pourra être alloué vers d'autres activités économiques. Donc c'est à ce niveau qu'on trouve un intérêt et cela améliore le bien-être des populations. Et donc si on revient à la logique de l'intégration, la logique de l'intégration rapplique à peu près les mêmes règles. Et c'est pour ça que les économistes appellent l'intégration un optimum de second rang. L'optimum de premier rang étant un libéralisme à l'échelle planétaire. Mais comme le libéralisme à l'échelle planétaire pose des difficultés d'application, et c'est pour ça qu'un certain nombre de théoriciens ont pensé qu'il fallait revenir à un niveau beaucoup plus concentré des pays plus proches pour favoriser l'intégration. Donc, pour répondre à votre question, l'intégration est une nécessité. Est une nécessité, j'ajouterai une nécessité
dans un boulevard. C'est pour ça que je voudrais quand même sur la responsabilité des usagers civils et militaires. Voilà, donc j'étais disant que la qualité des infrastructures appelle également des solutions. Parce que si on a sensibilisé les gens, si on a éduqué les gens au respect de la vie, au caractère sacré de la vie, il est aussi important que les infrastructures suivent. Nous avons un autre problème qu'il faut adresser, c'est celui des véhicules. Nous avons des véhicules de 20-25 ans qui roulent, 30 ans qui roulent sur nos routes, des véhicules qui ne servent plus ailleurs. Nous avons des pneus usagés qui nous viennent d'Occident, déjà utilisés, que nous retravaillons pour nos véhicules. Ça fait que même quand vous voulez rouler, vous ne pouvez pas freiner normalement. Donc, quand vous regardez les engins qui sont sur nos routes, vous comprenez qu'il y a un travail à faire. Et tous ces véhicules ont des visites techniques voilà, certains pays comme le Gabon ont interdit l'entrée sur leur territoire des véhicules de plus de 15 ans. Ça peut aussi être une solution pour réduire à sa simple expression les accidents sur nos routes. Donc, je dirais que c'est un problème qui concerne toute la société camerounaise. Ne regardons pas uniquement les autorités. Il y a que, même nous, au niveau de la société civile, toutes les forces vives de la nation doivent prendre à bras le corps ce problème et chacun à son niveau apporter la réponse au problème tel que au bout de la chaîne, qu'on puisse se retrouver avec moins d'accidents sur nos routes. Voilà ce que je peux dire. Alors, Salman Dionga, il y a une campagne qui est menée depuis quelques années déjà par la gendarmerie nationale avec un certain succès. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller au-delà de la répression? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la renforcer? Est-ce qu'il faut... Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression qu'on est parti de la sensibilisation pour la répression, mais jusque-là, les gens continuent à jouer au chat à la souris avec les gendarmes sur nos voies, sur nos routes. Oui, on peut dire que les campagnes avec la gendarmerie, là, ça porte fruit. Mais je me demande à quel niveau ça porte fruit, jusqu'à quel niveau, parce que moi, je roule souvent sur la route Yaoundé-Douala quand je m'en vais dans mon village. Je vois comment les autres y roulent. Ce que nous, on a constaté, c'est qu'il y a les voitures, il y a déjà les modes de communication entre les voitures. Tout à fait. Et quand il passe l'autre lui dit, il y a les gendarmes. Ils sont à tel point. C'est ça le problème. Lui, il sait qu'entre les deux points où il y a la gendarmerie, il peut aller même à 120, à 180, à 200, parce que là, il sait que le radar ne le contrôle pas. Et quand il s'approche de là où il y a les radars, il peut baisser le volume, il peut aller doucement. Et dès qu'il traverse là où il y a la gendarmerie, il accélère. C'est ça le problème. S'il faut sauf qu'entre-temps, l'accident a vite fait d'arriver. C'est ça. S'il faut vraiment que ça arrête les accidents, il faut que tout le trajet soit couvert par le radar. Comme ça, on voit ailleurs. Et puis, il y a l'autre chose que Roger a parlé dès le début de cette émission. Il a parlé de l'inconscience humaine. Moi, je crois que c'est ça le problème. Depuis qu'on a dit on a les campagnes, mais on ne frappe pas. Nous, on n'a jamais entendu un jour où on dit parce que tel chauffeur a dépassé les limites, on a frappé premièrement le chauffeur ou bien la société qui... On a retiré le permis, par exemple. On a retiré le permis. Ailleurs, on voit, dès que vous faites... Parfois même, quand on vient, on constate que vous avez mal garé votre voiture, on vous enlève les points. Et à un certain niveau, on vous retire le permis. Ici, ça ne se fait pas. Regardez l'accident qui est arrivé à Moyoka, ça c'est chez moi. Qui a fait plus de 20 morts. Plus de 20 morts. Où on nous dit que le chauffeur du camion a donné le camion à son convoyeur. Et c'est son convoyeur qui peut tuer 20 personnes. Après ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on a dit? La société, est-ce qu'il va encore continuer à envoyer des tueurs sur la route comme ce qui s'est passé l'autre jour? Moi, je crois que c'est ça le problème. Il faut qu'on commence à sanctionner réellement. Où on dit,
telle ou telle compagnie parce que vous avez fait tel. Regardez, il y a une agence que je ne peux pas signaler, que je ne vais pas prononcer, qui a eu 3 accidents dans les 3 derniers jours. C'est pas normal. Moi, je crois que c'est pas normal. C'est ça le problème. Alors, Hugues François Onana, Simon Young a parlé tout à l'heure des sanctions, notamment celles qui devraient s'abattre, disons-le ainsi, s'abattre sur les agences de voyage. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Beaucoup d'enfants vont prendre la route bientôt pour rallier les lieux de leurs établissements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de la sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau, en ce qui concerne les agences de voyage? Bien, moi je pense que d'abord, c'est un étrange destin pour notre pays de connaître autant d'accidents en très peu de temps. Et les conséquences au niveau social, au niveau humain, au niveau même de la sécurité du groupe sont énormes. Et je pense que le moment est effectivement venu pour qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme. Il ne s'agit pas simplement de punir à l'instant T. Il s'agit de conscientiser. Et depuis la base, il y a un problème de civisme à tous les niveaux. Je dis que chaque Camerounais qui est propriétaire d'un véhicule ou qui est conducteur d'un véhicule est d'abord responsable de la situation de ce véhicule. Est-ce que ce véhicule est en bon état? Est-ce que ce véhicule a tous les papiers? Est-ce que le chauffeur de ce véhicule a l'expertise nécessaire pour conduire? Il y a d'abord ce premier niveau de responsabilité qui peut être identifié sur le plan individuel. Il y a également au niveau des structures de l'État le contrôle qui se fait. N'est-ce pas? Est-ce que ce contrôle-là se fait dans les règles de l'art? Parfois, vous voyez un véhicule qui est un véritable tombeau ambulant, hein, qui roule. L'autre jour, je disais tantôt qu'il y a une visite technique qui est passée là où il faut passer en visite technique. Mais lorsque vous circulez derrière lui, comme le véhicule derrière lequel j'étais hier, quand j'allais au deuil à Esson, le véhicule derrière lequel... Les deux parties. Malheureusement, il y a certains qui ont refusé d'aller dans les fameuses réunions de Conakry. C'est après tout ça que la FIFA a dit, si c'est comme ça, ok, je vais trancher, je nomme mon comité de normalisation, et c'est après ça qu'on verra. Il faut dire, Lucrèce, malgré tout ce qu'on dit, on dit que les textes ont été mal écrits. Moi, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Les textes ont été bien écrits, mais il y a certaines parties que les gens n'ont pas respectées en faisant les élections. Et c'est surtout parce que quand vous entendez les gens qui étaient à la FECAFOOT parler, ils vous disent, avant d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire chambre de conciliation et d'arbitration du Comité national olympique, il faut d'abord avoir épuisé tous les voies de recours à l'interne, c'est-à-dire à la FECAFOOT. C'est ça le problème. Il y a certains qui n'ont pas suivi toutes ces voies de recours-là et ils sont allés à l'interne. C'est là où il y a le problème. Alors, Roger Ngoyom, il y a eu au milieu des années 90 ce qu'on a appelé le comité provisoire de gestion et c'était déjà une sorte de comité de normalisation. Puis en 2013, il y a donc eu un comité de normalisation proprement dit dirigé par le professeur Joseph Oona et maintenant un deuxième ou un troisième comité. Ça commence à faire beaucoup. Ça prouve que quelque part on manque de sérieux. Vous voulez interpréter ça comment? Moi, je ne vois pas une autre interprétation. Clairement, contrairement à ce que Simon disait, ce qui est à l'origine du problème ici, c'est les textes. Parce que si on se souvient bien, la sentence de la CCA remettait déjà en cause les statuts. Donc ça veut dire qu'il y a eu un premier problème au niveau des statuts. Donc il y a eu certaines dispositions qui, de la part de certains acteurs, donc ceux qui ont porté plainte, n'étaient pas conformes soit au standard de la FIFA, soit aux dispositions sur lesquelles ils avaient planché et pour lesquelles ils souhaitaient qu'il y ait des aménagements. Donc, ça a été le déclencheur. Et puis, le reste découlait de l'annulation des textes, des statuts. Donc, les élections qui avaient été organisées sur la base des statuts ont été annulées parce que les statuts eux-mêmes avaient été annulés. Donc,
Malheureusement, je crois qu'il faut qu'on respecte les décisions de justice dans notre pays. Je dis que il y a une instance juridictionnelle qui rend une décision, il faudrait que les gens se plient. On ne va pas toujours passer en force. On voit bien que si on a pris l'habitude de jouer ici avec les décisions de justice, une fois qu'il y a des acteurs externes et que ça nous rattrape, il faut quand même se dire que ceux qui sont aujourd'hui frappés à Africafoot se sont appuyés quand même sur un appui, se sont appuyés sur une décision d'un communiqué du ministre des Sports qui les a confortés dans cette position, malheureusement. Sauf que un communiqué n'est pas une loi, n'est pas une décision de justice. Donc il fallait le comprendre dès le début et puis humblement repartir aux élections. Régler la question était... Alors on va repartir, faire la même chose 2 ans après. Est-ce que le ministère aurait pu faire autrement puisque l'affaire était pendante? Il fallait bien que l'Africafoot continue de... Non, l'affaire n'était pas pendante. Il y avait une décision qui demandait de reprendre. Il fallait reprendre. Au lieu de venir s'immiscer en prenant parti pour un des camps. C'est ce qui s'est passé. Vous avez l'impression que le ministère a pris Bien sûr, puisque en battant à brèche la décision d'une instance qui est prévue par la loi, qui est instaurée par la loi, la Chambre de conciliation, elle n'est pas créée comme ça. Il y a un texte de loi qui la crée et qui lui donne ses pouvoirs. Il y a la loi, mais il y a également l'esprit de la loi et que parfois on est obligé de... Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien où était la loi, où était l'esprit de la loi. On voit bien que c'était de ce côté-là. Donc, je ne pense pas que les gens n'étaient pas conscients de cela, mais je crois que c'était une option de faire comme ça. Sauf qu'on apprendra à être un peu plus sérieux et à ne pas prendre des décisions de justice à la légère. Voilà. Alors, Thierry, donc vous qui êtes un footballeur, disons-le ainsi, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme certains observateurs, que ces comités de normalisation, là, ces batailles autour du football, autour de la Fédération camerounaise de football, éloignent les footballeurs des vrais problèmes? Oui. Ou alors ils ont une tendance à distraire les gens par rapport aux vrais problèmes que le football camerounais connaît aujourd'hui? La meilleure façon de résumer ça, c'est de dire que les enjeux ont pris le dessus sur le jeu. C'est-à-dire que nous, les sportifs, peut-être du dimanche, mais sportifs quand même, footballeurs, nous sommes perdus. Et je pense que tous ceux qui jouent au football aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à la chose footballistique sont perdus. Sont perdus dans toutes ces batailles qui n'en finissent pas. Et nous sommes aujourd'hui rattrapés par nos turpitudes. Et donc, je pense que la FIFA et la CAF ont voulu nous mettre face à nos responsabilités. Vous avez bien vu que la sortie de M. Hamad, le président de la CAF, relative à l'organisation de la CAN, a suscité ce que je peux appeler une espèce d'union sacrée du peuple camerounais derrière et l'Africafoot et le Cameroun. Alors cette fois-ci, la FIFA veut continuer à jeter comme ça là dans l'opinion des ballons d'essai pour voir si l'union sacrée va perdurer. Et je dis aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse... Qu'est-ce que la FIFA a à voir avec... il faut avoir une lecture politique. Il faut aussi avoir une lecture politique de cette sortie. La FIFA a-t-elle intérêt à ce que... Le timing n'est pas naïf. Nous sommes tout à fait d'accord que ça pouvait attendre encore 2 ans, 3 ans. Ça pouvait. Et le fonctionnement de l'instance fêtière au niveau du Cameroun n'en aurait pas pris un véritable coup. Je dis, quand nous faisons une lecture politique, c'est un message qu'on adresse au peuple camerounais. Qu'il soit sportif ou pas, qu'il soit de l'Africafoot ou pas, vous avez dit, vous êtes tous union sacrée derrière la CAN. On va voir si, avant la CAN, vous pouvez vous organiser de telle sorte que votre fédération fonctionne dans les normes. Et je dis là, les Camerounais doivent également montrer de quoi ils sont capables. Et je sais que c'est quand nous sommes dos au mur. Parce que là, nous sommes dos au mur. Il faut, en 6 mois, toiletter les textes, élire les dirigeants, de telle sorte que ces dirigeants puissent prendre le relais pour l'organisation de la CAN. Ce n'est pas une mince affaire, mais je suis de ceux qui pensent que le challenge
est grand, mais qu'on peut le surmonter. Je signale que la mission du comité de normalisation s'achève en février 2018. Alors, Hugues François, Thierry en parlait tout à l'heure, on peut questionner l'opportunité de cette décision. Elle aurait pu attendre, vous êtes de cet avis, on aurait pu attendre? Oui. Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce débat des hommes et femmes de médias sur la CRTV, des journalistes soutenus par des experts de haut vol. Au menu de ce 437e numéro, les routes camerounaises sont-elles devenues des mouroirs, des cimetières pour les voyageurs? La question se pose au moment où on enregistre un énième accident de la circulation. C'était vendredi dernier avant le pont Sceaux dans le département du Nioro-Esso, région du centre. En 2 semaines, on a compté près de 80 décès sur nos routes. Scène de presse tire la sonnette d'alarme. Fédération camerounaise de football, encore un comité de normalisation. Ainsi, en a décidé la Fédération internationale de football association, la FIFA, le 23 août dernier. L'équipe de Tombi Aroko, en poste depuis 2015, plie bagage au terme d'un long feuilleton judiciaire. Le sujet est sur la table du débat ce soir. Le Parlement panafricain pousse les pays du continent à l'intégration. C'était cette semaine dans le cadre de la conférence multipartenaire sur l'intégration politique et socio-économique de l'Afrique que peut l'auguste chambre africaine dans la marche de l'Afrique vers l'intégration. Quels besoins les pays du continent ont-ils à ouvrir leurs frontières aujourd'hui? Réponse de nos invités sur le plateau de scène de presse ce soir. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse en focus, le président du Parlement panafricain Roger Kododan et le ministre des Sports Bidou Pat. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir, Steve Tchega et notre guide. Docteur Bounou Fouda, enseignant permanent chargé de cours au département économique international de l'IRIC. Les enjeux de l'intégration en Afrique n'ont pas de secret pour lui et il en relèvera quelques-uns sur le plateau de scène de presse ce soir. Thierry Ndong, directeur de la publication du journal Intégration, sait très bien quels sont les enjeux de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique. La publication dont il a la charge a fait de l'intégration en Afrique son cheval de bataille. Hugues François Onana, journaliste de la CRTV à la retraite. Il est surtout l'auteur de l'ouvrage intitulé « La victoire posthume de Mohamed Kadhafi », un livre dans lequel il traite des questions de l'intégration en Afrique. Il nous éclaire de sa science ce soir. Roger Nguyom, représentant du journal panafricain Africa International, est également des nôtres ce soir pour questionner les enjeux de la conférence multipartenaire sur l'intégration en Afrique qui vient de se tenir à Yaoundé. Et puis finalement, Simon Lyonga, il est le rédacteur en chef sport de la CRTV TV. Avec lui, nous questionnons la décision de la FIFA, celle d'installer un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Merci Steve. Tous nos invités répondent présents et maintenant place nette à la première une du débat. Ce soir, nous parlons d'un sujet plutôt macabre, les accidents de la circulation qui font de plus en plus de morts sur les routes camerounaises. On en compte déjà près de 80 en 2 semaines et juste avant que nous n'entrions dans ce studio, on nous apprenait qu'un autre accident de la circulation venait de se produire sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Roger Ngoyop, c'est bien ça? Douala Bafoussam. Douala Bafoussam, autant pour moi. Macabre, hein? Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour le qualifier. Et je pense que
on ne va jamais assez revenir sur ce qui, de mon point de vue, sont les causes Justement, comment peut-on expliquer cette résurgence des accidents de la circulation disons que cette fois-ci, ce qui frappe, c'est que c'est assez rapproché. On a quand même parlé de plusieurs accidents en 2 semaines avec beaucoup trop de morts. Mais il faut dire que de manière générale, nos routes sont, si on peut dire, mortifères. Donc, ça tient à 2 éléments de mon point de vue. Il y a un qui, lui, renvoie la responsabilité un peu des conducteurs. Lorsque vous prenez nos axes, vous êtes quand même effrayé par la manière dont les gens conduisent. Des dépassements extrêmement risqués, conduite un peu hasardeuse, qui fait que pour beaucoup, vous avez des situations où ce sont des collisions. Et une collision, généralement, tient au fait qu'il y a des sorties de route ou non-respect. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup, et ça peut expliquer aussi le fait qu'il y ait des collisions, la qualité des routes. Pas seulement par le fait qu'actuellement elles sont en très mauvais état, que ce soit Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, Yaoundé Bafoussam, ou bien les autres routes, elles sont en très très mauvais état. Mais il y a que leur configuration même, justement, expose par rapport au niveau du trafic. Pour des routes de ce niveau, des routes nationales, il y a une séparation qui fait que normalement, on ne doit pas se croiser, selon qu'on va dans un sens ou dans un autre. Alors, on n'est pas dans ce cas. Alors, quand vous avez déjà une limite comme celle-là et que vous ajoutez les facteurs que j'ai énumérés avant, vous avez facilement ce qu'on a là. Alors, Thierry, donc, comment peut-on adresser cette question-là? Est-ce qu'il faut, au niveau des sanctions, est-ce qu'il faut être plus dur? Est-ce qu'il faut questionner ou revoir la délivrance des permis de conduire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Roger Ngoyon parlait tout à l'heure de la responsabilité humaine qui est très très engagée dans ces accidents de la circulation-là. Je pense que la solution est à plusieurs niveaux. Il y a un problème d'éducation des conducteurs, parce que ce qui caractérise le plus sur nos routes, c'est l'indiscipline. Donc il faut, dès le bas âge, dès l'école, enseigner aux enfants qu'une vie humaine, c'est quelque chose de sacré. Si on enseigne cela aux enfants, qui sont demain les futurs conducteurs, je pense qu'on aura avancé. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que nous avons des routes qui sont dépassées. Ça aussi, il faut le voir, il faut le dire. Mais à côté des routes, c'est clair que nos routes ont des difficultés, mais on ne conduit pas sur une piste comme on conduit. J'étais avec une partie de ma famille, mais c'est un véhicule qui a brouillé par sa fumée, n'est-ce pas? Sur une distance de près de 20 km. C'était comme un incendie de forêt. Alors, il est passé quand même gaillardement devant les forces qui sont chargées. Alors moi, ce qui concerne les agences de voyage, en cette période de rentrée scolaire? Non, en cette période de rentrée scolaire, les propriétaires d'agences de voyage doivent venir eux-mêmes au front, c'est-à-dire pas pour conduire, mais pour sélectionner les chauffeurs qui sont les plus qualifiés, les plus responsables et leur donner des consignes spéciales. Vous savez qu'il y a une affiche que j'ai vue qui m'a beaucoup intéressé. On dit, on boit quand on est sous, on ne conduit pas. Ou quand on ne conduit pas, quand on conduit, on n'est pas sous. Donc il y a une sorte d'exclusion. Bon, alors, quand on conduit, on ne dort pas. Quand on dort, on ne conduit pas. Ce sont des conseils élémentaires qu'il faut dire et redire, qu'il faut donner et redonner aux conducteurs en ces temps de rentrée et effectivement brandir la menace soit des sanctions, soit d'un licenciement. Parce que si vous avez bu et que vous conduisez, ou bien, et puis aussi, pour finir, aux propriétaires d'agences de voyage, il faut quand même réduire un peu, disons, le goût pour le vin. Quand vous dites à un chauffeur, faites 2 tours ou 3 tours par jour entre Bafoussam et Yaoundé, parce qu'il me faut tant d'argent.
c'est pas normal. Je pense qu'il faut réduire leur appétit mercantile en cette période de rentrée scolaire. Et je signale qu'au cours de ces 2 dernières semaines, donc, il y a eu l'accident sur le pont Sceaux dont je parlais à l'entame de cette édition. Il y a eu des accidents, tant pour moi, sur la route Bafoussam-Douala. Il y a des accidents sur la route, un accident sur la route Bertois à Bamban, c'est dans la région de l'Est, et puis Mouyouka dans la région du Sud-Ouest. Donc, c'est tout le pays. On peut le dire ainsi, c'est tout le pays qui est frappé par ces accidents-là. Donc, on va dire prudence et encore prudence. Madame, Monsieur, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler de la Fédération camerounaise de football qui est une fois de plus sur la sellette avec cette décision de la FIFA. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi la Fédération internationale de football association a décidé d'instaurer une fois de plus un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT? Comment on en est arrivé là? Réponse dans ce zooming que signe Jacques Syriac, BC. Tout commence en 2013 par une vaste tromperie sur la marchandise. Iya Mohamed, pourtant aux prises avec la justice camerounaise, est réélu président de la Fédération camerounaise de football contre toute attente. La patate chaude est léguée au vice-président Seydou Mbombo Njoya qui assure l'intérim pendant quelques jours et finit par jeter l'éponge. La suite, on la connaît. La chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun annule le processus électoral. Un comité de normalisation est mis en place par la Fédération internationale de football association. Comité piloté par le professeur Joseph Ouna. Le mandat de l'instance de transition consiste à gérer les affaires courantes de la FECAFOOT et élaborer de nouveaux statuts conformes aux standards de la FIFA. Au bout de 2 ans, le comité Ouna rend sa copie au terme d'un processus électoral qui a porté Tombi Aroko Sidiki le 28 septembre 2015 au très convoité poste de président de la Fédération camerounaise de football. Un dénouement de courte durée, puisque 40 jours après le scrutin, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, saisie par Abdourahmane Amadou, annule à nouveau le processus électoral à la FECAFOOT. Sentence confirmée par le tribunal arbitral du sport de Lausanne. La crise post-électorale va s'étaler sur 2 ans. Jusqu'à ce fameux 23 août 2017, date qui marque le retour à la case départ dans la maison de football de Tinga. Une fois de plus, le bureau du conseil de la FIFA remet tout à plat et confie le destin du football camerounais à un comité de normalisation. Le nouvel épisode ne fait que commencer. Alors, Simon Lunga, quel commentaire vous suggère cette décision de la FIFA? Retour à la case départ. Balle au centre pour tout le monde. Balle au centre pour tous les parties concernées. On rentre à 2013, 4 ans après. Parce que c'est de là où tout est parti. On se rappelle quand... je me demande pourquoi les gens n'ont pas vu ça venir depuis. Parce que quand on a d'abord annulé l'élection d'abord au niveau des départements avant d'arriver au niveau des régions, tout le monde devait savoir que à un niveau ça devait recommencer. Les gens n'ont pas accepté parce qu'il y avait des voies de contournement, ils ont contourné, ils sont allés jusqu'au bout et ça nous rattrape aujourd'hui. Pour moi, je crois que c'est le football qui en souffre, c'est tout le Cameroun qui est en train de souffrir parce qu'on a vraiment des projets. Vous avez entendu tous ces jours comment les gens se demandent si vraiment ça a un effet sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que le Cameroun va organiser. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que les gens vont se représenter? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Et pour une fois, la FIFA nous envoie comité de normalisation sans nommer les gens, parce que la dernière fois, la FIFA a décidé qu'il y aura comité de normalisation. 2 jours après, ils ont nommé le professeur Joseph Ouna et son groupe. Mais c'était sur proposition? Normalement, c'est sur proposition. Et la FIFA, parce que sur la décision que la FIFA a pris pour nommer un nouveau comité de normalisation, et même ils ont dit qu'il y a une délégation de la FIFA qui va arriver ici au Cameroun avec la CAF pour rencontrer
les dirigeants camerounais. C'est après cette rencontre qu'il y aura les membres du comité de normalisation qu'on va nommer. Donc, pour moi, je dis, on a encore... Alors, il faut bien dire que cette décision est partie du Cameroun. On peut le dire. Oui, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui sont responsables de cette décision, parce qu'il y a d'abord eu ce jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique du Cameroun, et cette décision a été confirmée par le TAS. Donc la FIFA ne fait que s'engouffrer dans une voie que le Cameroun a lui-même tracée. Tout à fait. La FIFA lui-même a dit, moi je suis comme le père, je couvre tout le monde. À un niveau, la FIFA a décidé d'essayer de faire, ne pas de concilier